Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Dans cet épisode, nous avons eu le plaisir de rencontrer Gaëlle Lenohan, fondatrice de Marguerite et compagnie, l'entreprise qui change les règles. Basée à l'Esconil dans le sud Finistère, Gaëlle Lenohan a commencé par vendre des box de protection menstruelle bio. Aujourd'hui, c'est le distributeur de protection périodique gratuit qui fait son succès. Installé dans des lieux comme les crous, les universités et les lycées, le distributeur dépanne les femmes qui ont oublié leur protection chez elles ou qui sont en situation de précarité menstruelle. Dans cet épisode, vous allez découvrir les coulisses de Marguerite et compagnie et l'engagement de Gaëlle pour que toutes les femmes aient accès à des protections menstruelles respectueuses de leur corps et de l'environnement. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Gaëlle, merci beaucoup de nous recevoir chez Marguerite et compagnie à l'Esconil. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Je m'appelle Gaëlle Lenohan et je suis la fondatrice et présidente de Marguerite et compagnie, une entreprise éco-responsable, solidaire et résolument féministe. Est-ce que tu peux nous présenter ce que fait Marguerite et compagnie au quotidien, les services, etc. En toute modestie, j'ai créé Marguerite et compagnie pour révolutionner le secteur des protections périodiques. J'ai décidé en fait que le tampon et les serviettes bio devaient être plus accessibles et à toutes. Donc je développe des solutions innovantes en fait pour qu'il y ait des mises à disposition gratuites dans le maximum de lieux publics ou de lieux fréquentés par des personnes menstruées. Et justement, pour les mettre à disposition, tu as créé une box. Pourquoi avoir choisi ce format ? Alors au tout début, effectivement, je me suis lancée avec une box où les clientes s'abonnaient et recevaient tous les mois dans leur boîte aux lettres des tampons et des serviettes bio. C'était une box solidaire puisque j'en donnais autant que j'en vendais. Je suis mécène d'une asso qui distribue des kits d'hygiène à des femmes SDF ou en grande précarité. Et cette box, c'était vraiment pour vraiment bien asseoir un partenariat avec Natraker, qui est le leader mondial du bio. C'était exceptionnel pour eux, c'était la première fois qu'ils faisaient ça, donc il fallait que je montre que j'étais capable de mériter un partenariat avec ce leader mondial. Et c'est ce que j'ai fait pendant 1 an jusqu'à ce que je sorte les distributeurs. Et on a vraiment renforcé le partenariat là, du coup, avec Natraker. Donc du coup, aujourd'hui, tu ne fais plus de box de protection menstruelle, seulement les distributeurs ? Voilà, ouais. À partir du moment où vraiment les distributeurs, ça a vraiment pris beaucoup de place dans l'organisation, notamment au niveau de l'ESAT aussi, puisque c'est un atelier protégé qui conditionne mes produits. J'ai pris la décision fin 2020 d'arrêter ce qu'on appelle le B2C, donc vente aux clientes, et vraiment de se concentrer uniquement sur ces systèmes de mise à disposition gratuite. Et sur cette partie B2C et même sur les distributeurs que tu fais maintenant, quelle est la différence avec les produits qu'on peut trouver en supermarché ? Parce que finalement, c'est au final des produits qu'on peut trouver relativement simplement en allant au supermarché ou à l'épicerie du coin. Ouais, alors en fait, quand j'ai créé Marguerite, moi j'étais orthophoniste en neurologie, en cancérologie, donc rien à voir. C'est vraiment en lisant les études de l'ANSES en 2017 sur la composition des tampons et des serviettes où ça m'a révoltée. Je suis allée prendre la marque que j'avais depuis que j'étais adolescente, je l'ai mis dans la poubelle et je me suis dit non mais c'est pas possible en fait, on se fait berner parce que c'est un achat contraint et on prend ce qu'il y a dans les supermarchés effectivement, mais le bio existe, le 100% bio. Une serviette classique que tu trouves en supermarché, c'est 90% de plastique. C'est un enjeu environnemental terrible, au-delà de la santé, qui vraiment, il y a des phtalates, des perturbateurs endocriniens, on a trouvé des pesticides qui étaient interdits depuis l'an 2000 en Europe, on en a trouvé dans des tampons et des serviettes. C'est pas possible. Donc il y a vraiment une grosse différence et très honnêtement aussi au niveau du confort. C'est bizarre de dire ce terme-là pour des tampons et des serviettes, mais on voit vraiment la différence quand c'est vraiment composé de 90% de plastique ou 100% bio avec coton et cellulose bio, quoi. Tu nous as expliqué tout ce qu'il y avait dedans et ça donne pas franchement envie. Quelles sont les conséquences au niveau de la santé concrètement ? Alors moi, je vais vous raconter ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Il y a des super sites maintenant, des super comptes, notamment Insta, qui fonctionnent. Il n'y a aucune étude épidémiologique en fait. C'est-à-dire que l'ANSES a déclaré qu'en 2017, il y avait tous ces produits-là, qu'ils étaient en dessous d'un certain seuil, mais les seuils sont fixés par les fabricants eux-mêmes au niveau de l'Europe, donc c'est un peu facile. Ils étaient en dessous d'un certain seuil d'acceptabilité, on va dire, c'est acceptable d'avoir tous ces produits-là. Par contre, à la fin, quand même, la conclusion de l'ANSES, c'était nous recommandons aux fabricants de diminuer, voire d'éliminer ces substances. Donc il y a quand même un truc problématique.
mais derrière, il n'y a aucune étude. On sait qu'il y a des irritations. Enfin, clairement, quand on a commencé le bio et qu'on se remet un autre produit, une serviette notamment, il y a vraiment des irritations. On le sent que c'est plus la même chose en fait. Mais on le supporte en fait. Comment tu expliques qu'il n'y ait pas d'études comme ça? Parce que ça concerne quand même 3 milliards de femmes sur Terre, donc c'est pas un petit sujet. J'en ai discuté avec beaucoup de médecins et il s'avère que c'était notamment des médecins masculins. Pour leur poser cette question, des gynécos. Et ils me disaient, mais vous vous rendez pas compte, Gaëlle, en fait, vous avez toutes des règles tellement différentes, des fluctuations hormonales. Ça va être très difficile, en fait, de trouver quelque chose de vraiment flagrant. Et là, je les regarde, je dis, mais vous avez juste la moitié de l'humanité comme cobaye. Je pense qu'on peut quand même sortir des moyennes et des études quand même. Enfin, on peut en prendre. On a vraiment toutes, effectivement, une morphologie et un fonctionnement hormonal différent, mais il y a moyen quand même de trouver des études épidémiologiques. Je pense que il faut se dire quand même que derrière ça, ces fabricants-là, ces 3 grands groupes qui ont toutes les marques quasiment du monde, nous sommes captifs en fait, puisque c'est les seuls produits au monde qui sont vendus où les fabricants peuvent dire la moitié de l'humanité pendant 40 ans aura besoin de mes produits. Le papier toilette, dans certaines sociétés, on s'en passe. Les serviettes, on sait qu'aussi il y a beaucoup malheureusement de femmes qui s'en passent, des serviettes et des tampons qui font autrement dans le monde. On en reparlera tout à l'heure. Mais quand même, c'est le seul produit au monde qui est une nécessité pour la moitié de la population. C'est assez énorme, donc en fait, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, la conclusion, c'est ça. On parle un petit peu de valeurs, là, justement. Quelles sont les valeurs que tu défends avec Marguerite et compagnie ? Les valeurs du soin, en fait. Déjà, c'était ça l'origine. C'était vraiment de se sentir floué au niveau de la santé. C'était ça qui m'a... La santé des femmes, je savais que c'était déjà un problématique, de façon générale... Dans le milieu médical aussi, qu'il y a vraiment plein de pathologies qui ne sont pas encore traitées, qui sont ou mal étudiées. Là, c'était vraiment tellement flagrant que c'est ça qui m'a mise en colère. L'environnement, évidemment, puisque ici, on est à l'Esconil, on est sur un port, on a un environnement extraordinaire, mais il n'y a quasiment pas une seule balade sur la plage où on ne trouve pas un protège-slip, une serviette ou un applicateur. Ça, c'est plus possible aussi. Donc, c'était déjà un enjeu. Et puis, la solidarité, évidemment, puisque pour moi, dans la box initiale, il y avait ce côté très solidaire, 100% solidaire, j'en donnais autant que j'en vendais, mais du coup, là, dans la mise à disposition gratuite, c'est la solidarité puissance 10 000, puisque c'est une mise à disposition gratuite pour toutes, quoi. Les protections menstruelles, c'est 45 milliards de déchets par an. Au niveau du retraitement de tes protections, est-ce qu'elles ont des spécificités particulières? Est-ce que, par exemple, elles sont compostables ou est-ce qu'elles sont jetables, comme peuvent l'être les autres? Alors ouais, les autres, effectivement, c'est 45 milliards de serviettes par an. Et d'ailleurs, je vous donne un petit chiffre, parce que moi, j'ai essayé d'imaginer comment est-ce qu'on représente ces 45 milliards. Combien de piscines olympiques, combien de stades de foot. Et en fait, si on les entasse, ça fait une tour de la Terre à la Lune. Mais à quelques kilomètres près. C'est impressionnant. Donc ça veut dire que tous les ans, on a une tour de la Terre à la Lune de produits qui mettent 500 ans à se dégrader et en microplastique. Donc ça disparaît pas. Nous, les nôtres, vu que c'est que de la cellulose et du coton bio, c'est biodégradable, c'est compostable et même les emballages. Natracar est allé jusqu'à même bosser les emballages parce que dans une serviette, en fait, ce qui pollue aussi énormément, c'est le plastique qu'il y a autour et qui s'envole facilement dans les déchets. Et en fait, nos déchets, ils sont soit enfouis, donc ça finit à la mer, soit brûlés, donc il y a des émanations toxiques. Là, on peut le composter, et même au niveau de la combustion, si on a une combustion, c'est juste du naturel. Donc il n'y a aucun intrant chimique, il n'y a rien du tout. Sur ton site, tu précises ne pas vouloir utiliser le terme protection hygiénique. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi à nos auditeurs ? Ah ouais, on change pas mal de choses aussi. Dans Changeons les règles, en fait, il y a plein de choses. Il y a vraiment, on va sûrement évoquer plein d'autres choses. Il y avait ça aussi, c'est-à-dire que les termes, ils sont utilisés ça continue à perpétuer cette idée que les règles, c'est sale, en fait. On dit pas un mouchoir hygiénique. Et pourtant, je pense que, quand on se mouche, c'est même un peu plus grave parce que ça peut contaminer et tout. Moi, avec mon sang menstruel, je contamine personne. Surtout en ce moment avec le Covid. Exactement. Donc, c'est bon, on enlève ce côté hygiénique, quoi. C'est périodique, c'est menstruel, si tu veux. Le terme menstruel, il est revenu, du coup, aussi. Nous, on l'utilise énormément. Mais on va au-delà de ça, c'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai dit, on ne trouve pas sur la plage des protège-slips. On dit plus protège-slip. Alors, je l'ai dit parce que c'est comme ça que tout le monde le dit. Mais nous, ici, on dit des protège-culottes, en fait, parce que nous, en tant que femmes, on n'a pas des slips.
Donc ça doit être un Jean-Michel qui un jour s'est dit tiens on va appeler ça un protège-slip. Mais non, mais on n'a pas de slip. Donc voilà, on essaye de changer aussi les termes et d'essayer de faire en sorte que ce soit les termes les plus naturels possibles et puis qu'on arrête de montrer ce côté hygiénique ou sale quoi. On avait une question un petit peu plus personnelle. On se demandait comment ça s'était passé pour toi quand tu avais eu tes règles pour la première fois, si tes parents t'avaient expliqué ce que c'était, comment mettre une serviette, un tampon et si tu pouvais en parler librement avec tes amis. Alors, j'en ai rediscuté quand j'ai lancé Marguerite avec ma mère parce que j'en avais jamais parlé avec elle. Ma mère qui a fait mai 68, révolutionnaire, très très féministe, libération de la femme, avait quand même, et on en parle très librement maintenant aussi en disant mai 68, vous avez fait beaucoup de choses pour les femmes, mais les règles, c'était toujours pas un sujet qui était réglé à ce moment-là dans la société justement. Et en fait, quand j'ai eu mes règles, je me demandais ce que c'était. J'en avais vaguement entendu parler, par ma grande sœur notamment. Et elle m'a montré la boîte de tampons et puis c'est tout. Donc ça veut dire que le tabou, il était là, grandement là. Hein. Ça a été, il y avait de la gêne, très clairement. Et maintenant qu'on en discute, elle le décrit. Effectivement, il y avait de la gêne. Il y avait de la gêne à m'en parler. Donc elle a dit, ok, il y a ça. Et puis regarde, il y a un petit papier dedans pour montrer comment il faut le mettre, le tampon. Et voilà comment ça a commencé. En 6e en plus, j'étais assez jeune, donc voilà. Et d'autant que les notices sont pas forcément très faciles à comprendre, surtout quand on est jeune comme ça, pour comprendre comment ça se met. Déjà, on aurait bien besoin d'aide. Ouais, c'est tout petit, c'est écrit en 27 langues. C'est au fond de la boîte. C'est tout fait pour nous aider, quoi, effectivement. Il y avait une deuxième partie dans ta question, je crois. Oui, est-ce que tu en parlais aussi librement avec tes amis ou pas du tout ? Eh ben non, pas du tout, en fait. On l'évoquait entre copines, mais vraiment de façon super gênée aussi. C'était vraiment pas un sujet de conversation. On voit une grosse différence avec les générations de maintenant. C'est vraiment assez impressionnant. Quand tu t'es réorientée, quand tu as commencé l'aventure Marguerite et compagnie, quels étaient tes critères pour choisir les protections menstruelles à vendre avec ton entreprise ? Alors en fait, en avril-mai, je lis les études de l'ANSES. Tout l'été, ça me tracasse, ça me tourne dans la tête. Je me dis, il faut faire quelque chose. Les box, j'avais déjà eu l'idée quelques années avant. Je crois en 2012-2013, quand l'économie de la box était arrivée, je m'étais dit que les tampons et les serviettes, c'était quand même un truc qu'on pouvait recevoir tous les mois. C'était logique, en fait, la box. Et tout ça commençait à se mettre en place dans ma tête. À partir de septembre 2017, je suis passée à mi-temps à mon cabinet d'orthophoniste en neurologie et en cancéro, là. Et je me suis dit, bon, par quoi je commence ? Bon, je trouve un fournisseur. Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que 2 fournisseurs au monde qui faisaient vraiment du 100% bio et traçable. On peut acheter sur Alibaba des tampons bio, hein, avec 10 pages de certification en chinois, mais c'est pas du vrai bio. On les a tous achetés, en fait, et je les ai tous testés. Il y a des tests très simples, on met dans un verre d'eau, on voit tout de suite si un voile de polyester autour ou pas. Donc déjà, c'est écrit bio, mais tu as du plastique, donc ceux-là, on les met de côté. Oui, donc si ça se dissout dans l'eau, on imagine sur le corps humain. Ben ouais, c'est surtout le voile, on le voit très clairement, c'est un tube, le tampon, il gonfle au-dessus, il gonfle en dessous, et là, on voit un tube. Et le tube, c'est forcément du plastique. On arrête le plastique en 2021, et surtout pas au contact de notre muqueuse vaginale. Et en fait, j'ai trouvé Natraker. Ça a failli mal commencer, parce qu'en fait, je leur ai écrit un beau mail et tout. Et quand ils m'ont répondu, ça arrivait dans mes spams. Donc, au bout d'une semaine, je me permets de vous redéranger. Est-ce que vous seriez OK ? Et au bout du 3e mail, j'ai mon téléphone qui sonne directement. Mais Gaëlle, on vous répond en fait. Oh, regardez, look at your spams. Oh. Et là, c'était parti en fait. Et c'est une super aventure. Qu'est-ce qui t'a plu spécialement chez Natraker ? Alors j'ai regardé aussi un peu tout, d'où venait, c'est une fondatrice, c'est une présidente, c'était une grande militante Greenpeace qui, elle, en 90, quand elle a eu des enfants, a senti les couches des enfants et elle s'est dit mais ça pue le chlore en fait, c'est quoi ce truc ? Et puis elle a réalisé que les tampons et les serviettes c'était la même chose, hein, c'était la même industrie et c'est là qu'elle a voulu vraiment révolutionner et changer les choses. Et puis, elle favorise plutôt des agricultrices pour les rendre autonomes financièrement. Enfin, il y a le 1% pour la planète. Enfin, toutes les valeurs, en fait, je retrouvais exactement mes valeurs dedans. Et maintenant, on discute souvent ensemble. Et effectivement, c'est ce qu'elle décrit aussi. Elle a trouvé en moi les valeurs, en fait. Et puis, une façon, effectivement, d'aller plus loin encore que ce qu'elle voulait. Donc, c'est chouette. Les serviettes et les tampons sont produits où ? Alors, les tampons sont fabriqués en Allemagne. D'accord. Et les serviettes en Grèce. Natraker est au Royaume-Uni. Quand ils ont conçu l'entreprise, c'était les limites les plus à l'est de l'Europe, en fait,
pour vraiment faire moins voyager aussi le coton qui venait plutôt d'Europe centrale, d'Ouzbékistan, enfin voilà. Donc c'était le plus près possible pour éviter des transports et pas faire revenir tout au Royaume-Uni pour réexporter derrière. Il y a vraiment toute une logique que j'applique aussi moi au quotidien. Bien sûr. Tu fais conditionner les box et les distributeurs aujourd'hui dans un atelier ESAT de l'Association des paralysés de France. Est-ce que c'est important pour toi de permettre à chacun de travailler ? Évidemment. En fait, je rejoins mon métier d'avant puisque j'avais des patients qui bossaient dans cet ESAT-là. Et quand j'ai imaginé, quand j'ai conçu le truc, je me suis dit, OK, alors il va me falloir tel poste, et puis beaucoup de logistique et beaucoup de conditionnement. Et là, d'un seul coup, ça m'est venu en fait. Mais les ESAT de l'Audet, là, je crois bien qu'ils font des choses comme ça. J'ai cherché, effectivement, ils font de l'envoi pour d'autres marques. Et au début, on a commencé tout petit, on construit tout ensemble aussi, puisque c'est une toute nouvelle activité pour eux. Et maintenant, il y a une 15aine de personnes en situation de handicap et en insertion professionnelle, du coup, qui bossent toute la journée pour conditionner et expédier aussi toutes les commandes à nos clients. Ton distributeur, on l'évoque depuis le début de l'entretien, mais tu ne l'as pas encore réellement présenté. Tu l'as breveté. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il fonctionne ? Alors, le distributeur, en fait, c'est un boîtier mural qui est en tôle, parce que je voulais que ce soit un système pérenne, en fait, qui reste longtemps. Donc, c'est un système qu'on fixe au mur pour aller vous dire jusqu'où je peux être perfectionniste, c'est qu'il est livré avec un plan de montage, avec l'endroit où on doit percer. Il y a juste à le coller au mur et on perce là où j'ai dit de percer. Là, le nouveau modèle s'ouvre de façon frontale et dedans se glissent des recharges, en fait. Et le brevet, il tient vraiment à ça, c'est-à-dire que les produits, ce sont comme des cartouches qu'on met dedans. Les produits, du coup, sont vraiment conservés de façon très... Il y a des règles d'hygiène, en fait, qui sont là. Il n'y a pas de manipulation. On glisse la recharge dedans et on enlève une petite partie prédécoupée en bas. Et après, on se sert de façon très naturelle. Il n'y a pas de mécanisme, ça ne peut pas tomber en panne. Et c'est juste du carton, en fait. Et dedans, du coup, il y a des serviettes, des tampons et des tampons avec applicateur. Voilà, il y a 100 de chaque. Donc, il y a 2 colonnes de serviettes parce que ça prend plus de place. Donc, 2 colonnes de 50. Il y a 100 tampons sans applicateur et 100 tampons avec applicateur. J'ai décidé de mettre que du flux normal parce qu'on est vraiment dans le fait d'en avoir sur place au cas où. Il y a évidemment des jeunes filles, je pense, qui en prennent plus parce qu'elles n'en ont pas. Et ça, c'est tout à fait normal, hein. Dans certains lieux de vie vraiment, comme à la prison des femmes de Rennes et de Brest par exemple, on propose aussi un distributeur en super. Où est-ce qu'ils sont installés ces distributeurs ? Tu nous parlais des prisons, mais je crois qu'il y a d'autres endroits également. Ouais, les premiers ont été installés à la fac de Rennes 2 et dans toutes les CTU du Crous de Bretagne, parce que j'avais vu qu'à Rennes 2, ils avaient lancé un budget participatif en avril 2019. Moi, j'étais en train de finir de le dessiner, d'écrire tout le brevet. C'était quand même assez long, en fait, un brevet. Et je les ai contactés et là c'était parti et depuis en fait on n'a pas fait de pub, on croule sous la demande en fait, c'est impressionnant comme c'était une évidence pour beaucoup de gens et là on est de l'école primaire à l'université au niveau de l'enseignement parce qu'effectivement dans certaines écoles primaires il y a des jeunes filles qui ont leurs règles assez tôt mais aussi donc dans les prisons, dans des entreprises de plus en plus, mais aussi par exemple des bailleurs sociaux. Dans le 44, il y a un groupement de bailleurs sociaux qui ont 75% des logements sociaux. Ils les ont mis dans tous leurs lieux d'accueil. Donc dans toutes les conciergeries, entre guillemets, qu'il y a en bas des tours, vraiment dans des quartiers très défavorisés. Et j'aurais pas forcément pensé, en plus. C'est génial, il y a des initiatives comme ça. C'est souvent en fait à l'initiative de quelqu'un qui a vu une publi et qui monte un projet. Donc nous, on les aide énormément avec le maximum d'infos, le maximum de données. Là, on peut dire qu'actuellement, dans les établissements d'enseignement, en tous les cas, on est à peu près à une consommation qui revient à 1 euro par mois par jeune fille. Donc, c'est pas énorme pour un lycée, pour un collège. Ils se rendent compte que c'est un investissement. Au début, c'est pas forcément facile de les convaincre. Quand ça vient d'élèves, par exemple, et tout, on voit que les élèves galèrent un petit peu dans certains établissements. Mais ça devient une évidence, en fait. Pour le Crous de Bretagne, très rapidement, il m'avait dit, mais nous, quand il n'y en a plus, on en remettra, et puis c'est tout, ça va arriver dans notre budget de fonctionnement. C'est ça mon but, en fait, que ce soit la collectivité qui supporte ce coût-là. C'est pas logique que ce soit uniquement les personnes menstruées qui supportent ce coût-là, en fait. On n'a pas choisi d'être avec un utérus qui saigne tous les mois. Claire. Justement, en termes de logistique, pour réapprovisionner ces distributeurs, parce que tu commences quand même à en avoir quelques-uns installés un petit peu partout, ça doit être quelque chose d'assez énorme à gérer. Comment ça se passe ?
Alors, en fait, moi, j'ai essayé de faire le truc le plus simple possible. Donc, on en a effectivement pas loin de 1000. On est à 960 et quelques aujourd'hui dans la France entière. On me propose aux établissements, en fait, de commander déjà pour 1 an ou pour le nombre de mois qu'ils veulent. Et on leur livre et c'est eux qui rechargent. Et puis, dès qu'ils en ont besoin, on refait une expédition. Nous, on se déplace jamais dans les établissements, sauf pour faire les inaugurations. Je fais souvent des petites conférences, des discussions avec les jeunes. Mais non, on se déplace pas. Donc, c'est vraiment eux qui gèrent complètement. Donc, le distributeur est en location gratuite et ce sont les consommables, en fait, qui sont achetés. S'il est plus utilisé, c'est nous qui nous chargeons de le récupérer, le distributeur. On va parler plus précisément de précarité menstruelle. On a un petit peu abordé le sujet tout à l'heure. Donc en France, une femme sur 3 ne peut pas s'acheter de serviettes ou n'en change pas assez souvent. Et 8% des Françaises se déclarent dans une situation de précarité menstruelle, ce qui représente près de 1,7 million de femmes. Selon toi, pourquoi personne n'a pensé avant à mettre en place un distributeur de protection périodique dans les lieux publics ? Parce que c'est tabou. Là, on en parle très ouvertement comme ça. Il ne faut pas oublier quand même que pour une personne sur 2, ça lui fait des frissons quand on parle des règles. Encore, en France. Trouve ça sale. C'est un sujet dont on ne parle pas. Il y avait un sondage des Glorieuses qui disait que 42% des femmes, à l'heure actuelle, là, ont un sentiment de honte quand elles ont leurs règles et n'en parleront pas. Donc même nous, en fait, on l'a bien intégré, ce tabou-là. C'est bien intégré dans les pubs pour les protections, justement, qu'on voit avec notamment à la télé. Bleu. Voilà, maintenant, il n'y a plus de sang bleu, effectivement. Oui, mais il y a eu cette histoire-là de Viva la vulva d'une grande marque qui avait fait un peu scandale. On dit, waouh, ça y est, le tabou des règles, c'est fini. On en parle, on montre des vulves en rose, en huître, en tout ce que tu veux, en porte-monnaie. D'ailleurs, ça, c'était vraiment très, très cynique de leur part. Oui, parce qu'en fait, nous, on leur demande pas de casser le tabou à ces marques-là. On leur demande d'arrêter de nous vendre des produits toxiques. C'est tout. Donc, c'était vraiment un peu... Et le coup du porte-monnaie, c'était très cynique parce que vu à combien ils vendent leurs serviettes pour des produits qui sont potentiellement toxiques pour notre santé et assurément polluants, c'était un peu cynique, effectivement. Donc, je pense que c'est vraiment à cause de ce tabou, en fait, que personne n'y avait pensé. Personne n'ose revendiquer, dire « mais moi, je veux pas payer mes serviettes ». On ne le disait pas encore. C'est un mouvement qui est né en 2015, notamment aux États-Unis, à New York. Il y avait un proviseur d'un lycée qui avait dit « mais c'est pas normal, je vais mettre des tampons et des serviettes à disposition ». Après, dans New York, il y en avait plusieurs établissements. Je crois qu'il y avait eu aussi une prison ou quelque chose comme ça. Et puis, ça est venu petit à petit. En Écosse, ils ont décidé en 2018 de mettre gratuit pour les collèges, lycées, universités. Et puis là... l'aboutissement total, l'Écosse, le premier pays au monde depuis janvier à faire en sorte que ce soit gratuit pour toutes les Écossaises. Donc moi je sais quel modèle je suis et je continue à travailler évidemment avec l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement pour aller vers ces objectifs de gratuité pour toutes. Parce qu'en plus en termes de budget, tu nous disais que par mois, dans un lycée, ça revenait à peu près à 1 euro par collégienne ou lycéenne. C'est rien en fait, ça coûte rien. Ça pourrait être facilement intégré dans un budget national. Ouais. Je pense que pour l'instant, en fait, c'est 1 euro parce qu'on voit entre 4 et 6 produits utilisés par mois par collégienne ou lycéenne ou par personne menstruée, mais parce que c'est pas encore une habitude. Parce qu'on n'a pas pris l'habitude encore, et puis on est beaucoup à avoir encore nos tampons, nos serviettes dans notre sac, et puis on va pas prendre quelque chose comme ça. Je pense que si ça devient habituel, le coût va augmenter, sauf que nous, on va évidemment aussi baisser notre coût, plus on aura du volume, donc ça va être... C'est ça, en fait, l'idée, c'est de se dire quand même, je discutais l'autre jour avec Martin Winkler, qui est un grand médecin, qui est maintenant exilé au Québec, et il me disait, mais t'as tout à fait raison, en fait. Moi, mes impôts, ils servent aussi à rénover l'énorme stade de foot à côté, mais j'y mettrai jamais les pieds. En fait, c'est le principe de l'impôt, justement, c'est le principe de support de la collectivité, de besoins qui sont identifiés pour une population. Et là, c'est quand même juste pour la moitié de la population. Donc, c'est quand même une part de la population non négligeable. Et oui, et qui gagne déjà 20% de moins, qui est souvent en situation précaire. Ça paraît une évidence, et je pense qu'on va y arriver. Depuis mai 2018, tu es en partenariat avec l'association ADSF, Agir pour la santé des femmes, donc qui vient en aide aux femmes en situation de grande précarité. Et du coup, Marguerite et compagnie a commencé à couvrir leurs besoins pour le kit d'hygiène distribué tous les mois en leur offrant une box pour chaque box achetée. Pourquoi cet engagement et est-ce que ça n'a pas mis en péril la réussite économique du projet ? Ça a mis en péril en fait la création surtout. Enfin, ça a été dur du coup de trouver un financement pour lancer, puisque évidemment les décideurs financiers, pour ne pas les nommer les banquiers, me disaient mais arrête, tu te donneras quand tu feras du bénéfice.
Tu peux pas dire ton modèle, c'est donner autant que t'en vends. Ça n'existe pas, ça. Eh ben si, j'ai trouvé une banquière qui a cru, la première, qui a cru en mon projet. Et effectivement, le mécénat, ça faisait partie vraiment des piliers en fait de mon entreprise. Je voulais trouver le meilleur fournisseur, le modèle économique et un mécénat. C'était vraiment, pour moi, c'était une évidence. Je suis pas issue du commerce, donc j'avais envie de le faire avec mes valeurs. En fait, mon modèle, j'ai envie de changer les règles aussi de l'entrepreneuriat et de se dire, mais si on peut allier tout à fait la performance économique et la générosité. Donc j'ai trouvé la DSF en cherchant un peu les assos qui avaient besoin, qui faisaient souvent appel sur les réseaux sociaux à des dons. Au début, c'est monté progressivement, effectivement, mes dons avec eux. Donc le mécénat, il court toujours, évidemment. Maintenant, on couvre effectivement tous leurs besoins avec un peu plus de 6000 serviettes par mois données, en fait, pour leurs différents les kits d'hygiène, mais aussi ils ont des lieux d'accueil. Donc je leur ai offert des distributeurs et ils en ont dans leur lieu d'accueil, en fait. Si on va un petit peu plus loin dans la chronologie, donc c'est en juillet 2020 que tu as réussi à convaincre la région Bretagne et le rectorat de la nécessité d'installer des distributeurs de protection périodique dans les lycées pour que les jeunes filles aient accès à la fois aux serviettes et aux tampons gratuitement, comme tu nous l'expliquais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le parcours qui a mené à cette décision ? Est-ce que ça a été compliqué ou est-ce que ça a été facilement accepté ? Le parcours, il rejoint en fait le parcours entrepreneurial, c'est-à-dire que moi je galérais. J'ai vraiment pendant 2 ans, j'ai pas eu de salaire. J'ai été toute seule pendant 2 ans. Donc le lancement des distributeurs, j'étais toute seule. Pendant 6 mois, j'ai été toute seule à gérer les premières commandes qui explosaient. Et toujours pas de financement et toujours besoin de plus de cash puisque tu vends beaucoup plus le mois suivant que le mois précédent. Donc c'était très compliqué. Là, la région m'est venue en aide avec une subvention en fait fin 2019. Et en fait, du coup, j'ai réussi à rentrer en contact grâce à ça avec la région, avec le service économique, qui derrière m'a débloqué une avance remboursable. Et petit à petit, en fait, tous les contacts se sont faits à la région grâce à cette première prise de contact qui était juste de l'aide financière pour une entreprise. Et en fait, ils ont, je pense, complètement adhéré à mon concept, et notamment avec Anne Pateau, la vice-présidente à l'égalité femmes-hommes, et Frédéric Pont-de-Mer. On a vraiment monté quelque chose, ça s'est fait facilement. Il y a une correspondante de la région qui est ici, Emmanuelle Cariou, qui s'en occupe vraiment très bien, qui a identifié les lycées, qui leur a demandé est-ce que vous voulez bien faire partie de l'expérimentation. Et donc depuis septembre, effectivement, on est dans 10 lycées en Bretagne. En février, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a annoncé que les protections menstruelles seraient gratuites dès la rentrée 2021 pour les étudiantes, avec des distributeurs dans tous les campus. Est-ce que c'est une grande victoire pour Marguerite et compagnie ? Ouais. Non, très clairement. La grande victoire, elle a été même avant, quand Emmanuel Macron sur Brut en décembre parle de précarité menstruelle. Là, j'avais envie d'appeler justement tous les banquiers et de dire vous entendez ce que vous me dites depuis toujours en disant mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est quoi ton truc, précarité quoi ?» Ou même les décideurs, je l'avais envie de leur dire mais vous vous rendez compte, c'est la première fois au monde, enfin en France en tous les cas, qu'il y a un président qui dit on va lutter contre la précarité menstruelle. Chouette, c'est un sujet qui est maintenant. Et moi, j'ai un outil. J'ai un truc qui est irréfutable pour lutter contre ce problème-là, en fait. Donc, ça paraissait une évidence. Et quand Frédérique Vidal a annoncé ça, nous, on était déjà dans 5-6 CROUS. En France, 5 CROUS, je crois, quand elle a annoncé. Et finalement, les CROUS se sont beaucoup tournés vers nous en disant, il va y avoir du budget, ok, qu'est-ce qui existe ? Ça a l'air pas mal, ça. Et donc, voilà, nous, on a réussi à déployer très, très, très rapidement. Ils sont livrés en moins de 3 semaines dans la France entière. Presque la moitié des CROUS, là, actuellement. Après ça, quelle est pour toi la prochaine étape pour continuer à lutter contre la précarité menstruelle ? Alors, je me permets de rectifier un tout petit truc. Moi, Marguerite et compagnie, c'est pas pour lutter contre la précarité menstruelle. Il s'avère que ça répond aussi à ce problème-là. Moi, c'est pour que les tampons et les serviettes bio soient plus accessibles. Donc, effectivement, moi, mon objectif, c'est d'en mettre partout. Ça sert à lutter contre la précarité menstruelle, c'est génial. Donc, je veux aussi en mettre dans les endroits où il n'y a pas forcément de la précarité parce que ça nous est tout arrivé, précaire ou pas, de devoir mettre du papier toilette au fond de la culotte parce qu'on n'avait rien ce jour-là. Derrière, si on a un entretien d'embauche, si on a une réunion, si on a quoi que ce soit, c'est foiré. On se sent pas à l'aise. Et c'est quelque chose qui devrait y avoir partout. Il y a du papier toilette. On vous demande pas à votre travail de venir avec votre rouleau de papier toilette. On devrait avoir au cas où toujours un tampon, une serviette. Donc on va sortir un plus petit distri. Le proto sort fin avril, donc pour l'instant on ne peut pas le montrer. Un plus petit distributeur qui va être pour les entreprises, en fait, qui répondent en plus aux critères RSE, d'égalité femmes-hommes, de santé au travail, réduction des déchets. On coche plein de cases RSE, les entreprises ont des budgets pour ça. S'il vous plaît, installer des distributeurs, ça paraît une évidence pour l'égalité sur le lieu de travail.
Et puis, on a été contacté par le gouvernement suisse, on a été sélectionné par le gouvernement suisse pour faire une expérimentation. Et comme je parlais de l'Écosse avant, évidemment, j'ai regardé comment ça fonctionne en Écosse. Ce sont des systèmes un peu disparates selon les comtés. Moi, je vais aller voir le gouvernement écossais, je vais leur dire tac, tac, tac. Moi, je vous le mets en anglais si vous voulez, il n'y a pas de souci. J'ai un système qui peut vous garantir les meilleurs produits au monde et puis une homogénéité sur tout l'État. Et en fait, je suis même allée plus loin, c'est-à-dire que j'ai proposé au gouvernement suisse de faire le modèle Marguerite et compagnie en Suisse. C'est-à-dire que je trouve un atelier protégé de personnes handicapées, je trouve un cartonnier qui me fait les recharges et je trouve une tôlerie fine qui me fait mes distributeurs. Et voilà, et j'ai aucun intérêt d'expédier tout depuis Quimper, c'est pas écolo. Et alors là, le gouvernement suisse, ils ont adoré en fait. Évidemment, mais si je peux créer de l'emploi dans le pays qui va mettre ça à disposition de toutes les citoyennes, moi ça me va très bien. Ça va être plus compliqué, parce que pour moi ce serait beaucoup plus simple juste d'exporter et puis il va y avoir vraiment un gros travail derrière, mais voilà où sont mes ambitions. Tout à l'heure, tu nous parlais justement de la vidéo brute dans laquelle le président Emmanuel Macron avait parlé de précarité menstruelle. Et suite à ça, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs par rapport à la précarité menstruelle. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire passer comme message à ceux qui s'offusquent de la gratuité des protections périodiques, et notamment qui disent qu'il faudrait aussi rendre les rasoirs gratuits pour les hommes? Super. Bravo d'avoir dit ça parce que c'est systématique, effectivement. Dès qu'on a un article, en fait, on sait qu'on va avoir mais n'importe quoi, et pourquoi pas les rasoirs. Et d'ailleurs, c'est notre jeu. C'est-à-dire que la première fois où on a commencé à grossir l'équipe, il y avait un gros article et tout. Et on montre ça en vidéo, on était tous les matins avec toute l'équipe. Et là, je dis, vous savez quoi, si dans moins de 10 minutes, on n'a pas l'argument du rasoir, je me jette dans le port. En plein hiver. 8 minutes après, on avait l'argument du rasoir qui arrivait en ligne. Enfin, je prends plus beaucoup de risques, en fait. C'est tellement classique. Ce que je dis à chaque fois, c'est la barbe de 3 jours, tu sors sans te raser pendant 3 jours, c'est même valorisé, c'est un peu sexy et tout. Moi, si pendant 3 jours, je sors sans tampon et sans serviette, je suis pas sûre que la société l'accepte. Donc, on met pas du tout ça sur le même besoin, en fait. C'est pas aussi impérieux que d'avoir des tampons ou des serviettes. Et les rasoirs ne nuisent pas à votre santé, ne polluent pas. Enfin, il y a tellement de choses différentes que voilà. Oui, ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Laissez-vous pousser la barbe, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérangera pas en tous les cas. Par contre, si je sors tous les jours avec du sang partout, plein mes habits, je tâche le métro, non, ça passera pas. On est d'accord. On est d'accord. En mars 2009, tu as lancé une campagne de crowdfunding sur Ulule. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé et ce que ça t'a rapporté? Est-ce que tu as fait de l'argent récolté? Alors, ce que ça t'a rapporté à la fois en termes d'argent, bien sûr, mais aussi en termes de notoriété, de communication, notamment. Ouais, j'avais évidemment pensé au crowdfunding, mais j'étais toute seule encore et ça demande énormément de temps. Et en fait, là, c'est Ulule qui m'a contactée parce qu'ils avaient un programme, In Green We Trust, vraiment des programmes un peu particuliers. Donc, j'ai été invitée à Paris pour pitcher Marguerite dans les locaux de Ulule. C'était déjà un grand moment parce que tu es là devant des investisseurs, c'est assez important. Et effectivement, ça prend beaucoup de temps. Il faut en être conscient quand on lance une campagne de crowdfunding. Ça demande énormément de temps, énormément d'énergie parce qu'il faut toujours aller chercher plus de monde. Ça a été très prenant, on va dire. Et avec cet argent-là, j'ai pu changer le packaging aussi et avoir vraiment beaucoup plus de clientes parce que c'était beaucoup plus pratique et mettre en place vraiment tout le modèle qui allait suivre derrière. Un brevet, ça coûte 20 000 euros. Enfin, voilà, il y a eu vraiment... ces 8 000 euros m'ont servi aussi de décollage un peu pour les phases suivantes, en fait. À chaque fois, c'est ça, c'est le modèle, en fait. Un petit apport permet des fois juste de pouvoir concrétiser un projet derrière. On va reparler de ton précédent métier. Donc, pour devenir orthophoniste, tu as étudié à Strasbourg. Ensuite, tu as exercé pendant plusieurs années au Pays Basque. Et finalement, tu es revenu à Quimper. Est-ce que c'est la Bretagne qui te manquait ? Oui, évidemment. On est descendu dans le Pays Basque pour le métier que mon mari avait trouvé. En tant qu'orthophoniste, on a la chance de pouvoir exercer un peu partout. Donc, effectivement, pendant 4 ans, j'ai exercé près de Bayonne, à Cambo-les-Bains. Et c'est là que je me suis spécialisée, où j'ai passé un DU en plus aussi, pour me spécialiser vraiment en cancéro notamment. La Bretagne nous manquait énormément quand on voyait les grandes marées arriver. Et puis que là-bas, t'as rien à pêcher, en fait. C'est des plages de sable. Tu peux pas te baigner, à moins de te retrouver avec le maillot de bain aux chevilles à chaque fois que tu sors, parce que c'est des vagues énormes. En tant que surfeur, c'était cool.
Mais autrement, avec des enfants, déjà, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. On est dans des zones de baignade. Moi, je connaissais pas ça, se baigner dans des zones de baignade, par exemple. Et puis, pour tout vous dire, voilà, mon aîné, qui est né à Bayonne, avait des pieds beaux, très, très massifs. Il s'est fait opérer à 1 an. On a eu des soucis vraiment pour trouver un suivi correct. Il s'est fait opérer à 2 ans aussi, parce que justement, il n'y avait eu pas trop de suivi correct. Et moi, ici, à Quimper, quand je travaillais à l'hôpital, j'étais avec vraiment une super équipe qui s'occupait des pieds beaux, notamment. Enfin, il travaillait à côté de moi. Et donc, voilà, tout ça mis bout à bout, on s'est dit, allez, basta, on rentre. Et puis, au Pays Basque, c'est impossible pour un jeune couple de s'installer, à moins de rester dans un studio pendant 10 ans, quoi. Enfin, l'immobilier est hors de prix. Ouais. Donc, voilà, tout ça mis bout à bout, on s'est dit, allez, on rentre à la maison. On a pris 4 ans le soleil, c'était très plaisant. J'adore le Pays Basque, mais on est tellement bien ici aussi. Et là, face au succès que connaît Marguerite et compagnie, à son internationalisation qui est en belle voie, est-ce que ton but, c'est de rester ici à l'Esconil, ou en tout cas dans le Sud Finistère, ou est-ce que tu envisages de déplacer Marguerite et compagnie ailleurs en France? C'était rigolo quand je me suis lancée et qu'au début, je vais à Paris à peu près 1 semaine par mois. Hein. Enfin, ça nécessite évidemment des déplacements tout le temps. Et dans les milieux de start-upers ou start-upeuses, c'était alors, t'es où? Donc, t'es dans quel arrondissement à Paris et tout? Alors moi, je suis à l'Esconil, un petit port migrant. On me regardait, je détonnais évidemment. Enfin, c'était pas déjà pour le sujet, mais en plus, et évidemment que je veux rester ici, et même sur le port. C'est-à-dire que c'est un cadre de travail exceptionnel. Moi, j'ai envie qu'on soit bien au boulot chez Marguerite. Je te confirme qu'à la Tour Montparnasse, il n'y a pas la même vue que depuis ton bureau. Ouais. Et donc, voilà, on avait un petit local ici sur le port. Après, ça a été une galère sans nom. Pour trouver un endroit, en fait, parce que on peut me proposer des box à l'extérieur du village ou à l'entrée. Enfin, non, moi, c'est pas ça que j'imaginais. Et ici, c'est beaucoup de résidences secondaires. Donc, j'ai envoyé une 50aine de mails aux résidences secondaires en disant, vous voulez pas accueillir plutôt une entreprise à l'année? En plus, avec le Covid, moins de touristes, ça me paraissait logique. J'ai pas trouvé. Et heureusement que j'ai discuté avec le propriétaire de l'hôtel du port qui avait ce vieil hôtel du port en location pour un gîte. Et on est super bien, enfin, c'est extraordinaire comme lieu de travail. Et je veux rester sur l'Esconil, évidemment, et créer de l'emploi ici. Et je le disais depuis le début, en fait, je disais, ma plus grande fierté, ce sera quand je créerai le premier emploi. Et donc là, maintenant, on est 10, donc c'est génial, en 1 an. Et tes perspectives d'embauche à 1 an ou à 5 ans, est-ce que tu as des estimations? Oui, d'ici 1 an, on aura doublé. Normalement, les besoins auront doublé. Dans le modèle en plus que j'imagine, de délocaliser, de me faire vraiment des antennes de Marguerite dans chaque pays, évidemment que ce sera même plus. D'ici 1 an, on va vraiment, après ça va. Mais là, on recrute en permanence. Hein, quasiment tous les mois, on a besoin de quelqu'un. Donc, c'est un peu le challenge aussi, hein, quand même, parce que quand on est dans le pays bigoudin, il faut trouver aussi... on est loin des grands bassins d'embauche qui sortent des études qui nous correspondent exactement. C'est un petit défi, les RH. On espère que ça va continuer. On a vu que tu militais également pour la protection des océans. Est-ce que tu peux nous parler de ce combat? Eh ben ouais, en fait, moi j'ai toujours adoré la mer. J'ai fait du surf longtemps jusqu'à ce que je me blesse et j'ai un petit peu peur de mon surf maintenant. Mais voilà, je me baigne hiver comme été. C'est vraiment un milieu que j'adore, que je chéris. Et comme je vous disais, quand on se balade, on voit toujours un déchet. Et quand je me suis rendu compte qu'effectivement, pour Surfrider Foundation, c'est le 6e, je crois, déchets plastiques retrouvés dans les océans, les tampons, les serviettes et les applicateurs. On se dit, c'est pas possible. Il faut vraiment, faut qu'on arrête. Vraiment, le plastique, c'est tellement une évidence. Je pense qu'en 2021, c'est Isabelle Autissier qui disait, je crois, le meilleur plastique, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc, dès qu'on a une option sans plastique, on doit choisir l'option sans plastique. C'est une évidence parce que, justement, il y a beaucoup de pays où les déchets ne sont pas traités correctement et ça finit à la mer, en fait. Hein. Donc, il faut protéger ce milieu-là. On se dirige vers la fin de l'entretien. On t'a posé pas mal de questions depuis le début de cette interview. Est-ce qu'il y a une question, à ton avis, qu'on a oublié de te poser et que tu aurais aimé qu'on te pose ? Mais déjà, je suis super contente que vous n'ayez pas posé la question, mais comment tu fais avec ta vie personnelle, vu que tu es mère de 2 enfants et tout. Merci. Je suis juste une chef d'entreprise et puis au mec, on la pose rarement cette question-là, donc merci de ne pas l'avoir posée.
On va passer du coup aux questions plein phare. Donc, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Ici. Je comprends. La plage de Kerzo, où j'habite pas loin là-bas, entre l'Esconil et Tréfiagat. Qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne ? C'est quoi ta définition ? Mon ressenti, c'est plus dans ce que les autres disent des Bretons, en fait. Parce que effectivement, quand j'arrive et puis que j'arrive à faire valoir une idée, ah, mais toi, t'es têtue comme une Bretonne. Ou alors, voilà. Le vent de l'innovation vient souvent de l'Ouest et tout. Moi, je le ressens pas forcément, mais c'est plus dans le regard qu'ont les autres des Bretons, en fait, qu'on ressent une identité bretonne, effectivement, d'un peu d'innovation, d'ouverture. Effectivement, je suis têtue, mais je sais pas si c'est parce que je suis bretonne. Quelle est l'entreprise ou l'association à suivre en Bretagne ? Moi, j'aime bien mettre en avant le Braze Hacking. Je sais pas si vous connaissez, c'est un challenge de start-up engagé. C'est-à-dire que c'est un petit concours de start-up, mais alors qui est vraiment dans un environnement super bienveillant entre des start-up parisiennes et des start-up bretonnes. Et c'est vraiment que des start-up engagées, donc qui font avancer les choses au niveau social, au niveau environnemental, au niveau de la food, il y a 5 catégories, au niveau de la santé aussi. Moi, j'ai eu la chance de participer à ce challenge-là et ça m'a permis de connaître plein de monde, de rentrer vraiment dans beaucoup de réseaux et notamment directement engagés. Directement avec les mêmes valeurs que moi. Donc j'aime vraiment mettre en avant cette super équipe du Braze Hacking. Un grand merci Gaëlle de nous avoir reçus et bravo pour ton initiative. Pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre l'entretien avec toi, est-ce que tu as des réseaux sociaux sur lesquels ils peuvent te retrouver ? Alors, mes publications à moi, vraiment, c'est sur le LinkedIn de Gaëlle Lenohan. J'avoue que j'ai pas le temps d'animer trop le LinkedIn Marguerite et compagnie, donc allez plutôt voir Gaëlle Lenohan. Vous verrez aussi d'autres engagements sur lesquels je m'exprime, notamment de protection du patrimoine ici sur la commune. Et autrement, on est sur Twitter, Facebook et Insta au nom de Marguerite et compagnie. On mettra tout ça dans les notes du podcast. Est-ce que tu peux nous redonner l'adresse du site de Marguerite et compagnie ? Ouais, c'est margueriteetcie.com, donc margueriteetcie.com. On le mettra aussi dans les notes. Merci beaucoup Gaëlle. Merci à vous. Un grand merci à Gaëlle Lenohan de nous avoir fait découvrir les coulisses de Marguerite et compagnie et ses engagements pour les femmes. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Gaëlle, vous pouvez retrouver les liens de son site et de ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Twitter et Facebook, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt!